Pour alimenter les réflexions, aujourd'hui, nous avons invité des experts de différents domaines liés à l'éducation pour nous parler du rôle que peut jouer l'école dans sa communauté, pour nous parler d'architecture, pour nous parler d'aménagement des espaces et aussi pour nous présenter des exemples d'innovation ici et ailleurs. Alors, pour débuter ces présentations-là, nous allons débuter avec M. Serge Larrivé. M. Larrivé est vice-doyen aux études supérieures et à la recherche à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Montréal et professeur titulaire au département de psychopédagogie et d'andragogie. Alors, le professeur Larrivé a œuvré dans les milieux scolaires au primaire durant 15 ans avant de joindre les rangs universitaires. L'intérêt de sa présentation, ses travaux portent principalement sur les relations école, famille et communauté. Alors, qui seront donc le sujet de sa présentation. Monsieur Larrivé, je vous laisse la parole. Alors, bonjour, Monsieur, Mesdames les dignitaires, Monsieur, Mesdames du public. Il me fait plaisir d'être ici parmi vous et comme vous l'avez entendu jusqu'à maintenant, le sujet de la collaboration école, famille, communauté est au cœur des discussions. Alors, je vais très brièvement, c'est le défi en peu de temps, d'aborder ce sujet. Je tiens à remercier donc la commission scolaire et l'Institut du Nouveau Monde pour l'invitation. Ça me fait d'autant plus plaisir que j'ai fréquenté la commission scolaire au primaire, au secondaire, notamment l'école Marc-Aurèle-Fortin dans les années 70. Alors, tout d'abord, je voudrais débuter. Voilà, ça fonctionne. Alors, la collaboration école, famille, communauté, on en entend beaucoup parler, mais en même temps, on peut se poser la question, est-ce que ça sert à quelque chose? Qu'est-ce que ça donne? Bien, d'une façon très générale, les chercheurs s'entendent, et là, ils font consensus pour dire que ça favorise plusieurs aspects, notamment les résultats scolaires, mais aussi la réussite éducative, le sentiment de bien-être de l'enfant, l'assiduité, les habiletés autorégulatrices, les aspirations scolaires, etc. Il y a bon nombre d'éléments qui sont favorables pour les enfants, mais ce qu'on ne parle pas, mais qu'on doit tenir compte aussi, c'est ce que ça peut apporter aux enseignants et aux parents également, notamment. Mais la question qu'on pose dès lors qu'on parle que c'est favorable, c'est oui, mais comment on collabore, qu'est-ce qu'on doit faire? Dites-le nous, on va le faire, puis tant mieux, hein, ça va bien aller. Malheureusement, vous avez bien compris qu'il n'y a pas de recette. S'il y avait une recette, comme je dis toujours, je l'aurais vendue. Je ne serais même pas ici aujourd'hui. Je serais riche. Tout le monde cherche la recette. Il n'y en a pas. Alors, on continue de travailler ensemble. Mais ce qui est intéressant, c'est que chaque milieu doit trouver sa propre recette. Ça dépend des contextes, ça dépend des personnes. Et donc, on peut créer. Il y a de la place pour créer. Collaborer, juste pour qu'on s'entende brièvement, parce que les auteurs, là, ils ne font vraiment pas consensus lorsqu'on parle de collaboration, de partenariat, toutes les définitions. Ça se ressemble, il y a beaucoup de nuances qui peuvent varier et qui peuvent nous empêcher parfois de s'entendre, de bien se comprendre. Alors, le bon vieux dictionnaire fait bien le travail. On regarde ce que ça veut dire collaborer, puis en fait, c'est de participer à la réalisation d'une tâche ou d'une activité, de travailler avec quelqu'un à quelque chose. Mais il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, justement, c'est que derrière la collaboration, il y a un implicite, c'est l'implication. Parce qu'à partir du moment qu'on collabore avec des gens, ça nous dit qu'on doit s'impliquer. On peut s'impliquer de différentes façons, on peut s'impliquer très intensément ou moins intensément, mais on doit avoir une forme d'implication, et s'impliquer, c'est une forme d'engagement également. Ça peut être un engagement moral, mais un engagement aussi actif, donc des gestes que l'on pose, des paroles également. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière la collaboration et l'implication? Bien, d'une part, les relations entre les personnes concernées. Alors, derrière le concerné, on peut donc se poser la question, mais qui sont les personnes concernées? Alors, vous tous ici aujourd'hui, vous êtes concernés, mais le but de la conversation, c'est justement de pouvoir entendre les autres personnes qui sont concernées et qui pourront se faire entendre à différents moments, sur différentes tribunes. Parce que les principaux acteurs, selon les contextes, ça peut varier. Bien sûr, il y a des gens incontournables, mais il ne faut pas oublier d'autres personnes qui peuvent être utiles pour nous faire voir, entendre, comprendre des aspects qui sont différents d'un contexte à l'autre. Ça nous dit aussi que ces personnes vont poser des actions. Alors, qui fait quoi? Quels sont? Pour quel but? Hein? À quelle fin on veut collaborer ou on veut s'impliquer? C'est parce qu'il y a quelque chose derrière, on a une intention. Alors, il faut clarifier également les intentions. Il faut clarifier nos rôles et nos responsabilités, car nous avons une expertise et des rôles et des responsabilités qui sont complémentaires. Si tout le monde faisait la même chose, ça ne serait pas très utile. Et enfin, il faut voir aussi à quel endroit on peut collaborer, parce qu'évidemment, parfois c'est à l'école, parfois c'est à la maison, mais ça peut être aussi dans la communauté. Soit dit en passant, quand on parle de communauté, un des défis, c'est justement de s'entendre sur qu'est-ce que comprend la communauté.
L'école, ça va assez bien, on s'entend assez rapidement, la maison aussi. Mais la communauté, ça peut prendre différentes formes. Et dans les différentes recherches que j'ai menées, lorsque j'ai questionné des directions d'école, des enseignants, des parents, bien, les réponses varient énormément lorsqu'on les questionne sur la communauté. Parce que justement, c'est flou et ça peut être beaucoup de personnes, certaines dans un certain contexte et d'autres dans d'autres contextes. Ce que ça nous dit également, c'est que les relations école-famille-communauté s'inscrivent dans divers contextes au regard de diverses réalités, que ce soit des réalités socio-culturelles différentes ou socio-économiques, etc. Et là, ma collègue Geneviève Audet va sûrement aller un peu plus loin par rapport à ces aspects. Ce qui nous amène donc à avoir en tête, il faut garder en tête, qu'à partir de ce moment-là, c'est sujet à des attentes qui peuvent être différentes ou à des interprétations qui peuvent être multiples également. Donc, il n'y a pas nécessairement une bonne réponse. Il faut donc discuter, se parler, s'écouter pour mieux se comprendre et mieux savoir si on a les mêmes référents. Quelques pistes pour une école de l'avenir. On pourrait dire que l'école de l'avenir, ça pourrait être une école qui est ouverte sur le monde et ancrée dans sa communauté. C'est un peu, à l'ère où nous sommes avec les technologies, c'est toujours un peu ahurissant de voir à quel point on peut être en contact avec des gens qui sont très, très éloignés, puis en même temps, parfois, on ne l'est pas tellement avec des gens qui sont tout près de nous. Alors, de trouver un équilibre là-dedans, tout en profitant des richesses que ça peut apporter. Alors, une des choses qu'il faut tenter de garder à l'esprit, c'est une contrainte de temps. Tout le monde manque de temps aujourd'hui, tout le monde est pressé, et on parle beaucoup de conciliation travail-famille. Moi, j'irais plus loin. On devrait parler davantage de conciliation école-famille-communauté. Comment l'école peut aider les familles à concilier leurs responsabilités, leur rôle et le temps? Comment la communauté peut aussi aider les familles? Mais vous avez vu les flèches bidirectionnelles. Les familles ont aussi un rôle à aider l'école à bien jouer son rôle. Les parents doivent collaborer avec l'école, doivent collaborer avec la communauté. Donc, tout le monde doit jouer son rôle, mais aussi faire ce qu'il peut faire du mieux possible pour aider les autres partenaires à jouer leur rôle également. Tout ça pour le bien-être, le développement, les apprentissages de l'enfant. Il faut essayer de travailler en complémentarité plutôt qu'en silo. Quand on travaille, que ce soit l'école ou des organismes de la communauté, nous travaillons avec les mêmes enfants, avec les mêmes familles, mais pourtant, parfois, les parents ne savent plus qui écouter en raison, justement, de cette multitude d'intervenants qui leur disent des choses parfois similaires, mais parfois un peu différentes. Et ça peut devenir difficile pour eux de savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire ou qui doivent-ils écouter. L'école devrait aussi être un lieu de convergence dans le sens que les familles, justement, doivent faire toutes sortes de pirouettes très souvent pour jouer leur rôle et répondre aux besoins de leurs enfants et à leurs propres besoins aussi d'adultes, les parents comme adultes. Et donc, les ressources de la communauté, quelles sont ces ressources? Est-ce qu'il y a possibilité d'aider? Est-ce que l'école en intègre un certain nombre ou aide les parents à bien jouer ou à bien accéder à ces ressources, parfois que les parents ne connaissent pas? Donc, il y a des modèles d'école où on intègre davantage de ressources dans les écoles pour permettre aux enfants, pour permettre aux parents, pour permettre aux familles d'en bénéficier. Donc, c'est un peu comme la communauté à l'intérieur de l'école. Il y a des modèles comme l'école communautaire, l'école alternative aussi, qui était assez en contact avec la communauté. Mais même une école plutôt traditionnelle pourrait, notamment par l'espace dont elle dispose et la façon ce qu'on y met dans l'école finalement, et là, Mme Després pourra sûrement en parler davantage. Donc, il y a possibilité de créer une école où il y a une place pour les familles et pour la communauté. C'est important également de favoriser un sentiment d'appartenance à l'école et à la communauté, d'offrir un environnement qui va être stimulant et inclusif. Et ça, ce n'est pas seulement pour les élèves, il doit être stimulant aussi pour le personnel, pour les parents, et inclusif également. Il faut qu'il facilite l'implication des familles et des membres de la communauté et aussi qu'il implique les élèves, les familles et la communauté dans les prises de décision. Alors, je suis bien heureux de voir toute la participation des différentes personnes à la conversation publique qui est invitée, mais je suis d'autant plus heureux de voir que les élèves en sont déjà partie prenante, parce que souvent, des adultes vont parler des besoins ou des réalités des élèves, mais on oublie parfois de les impliquer à leur niveau, bien sûr. Il faut aussi penser à l'élève comme le citoyen de demain. Alors, préparer l'élève à devenir un citoyen adapté au monde de demain, qui intègre et utilise judicieusement les technologies. Parce qu'on peut connaître, on connaît les avantages, mais on connaît aussi parfois les dérives possibles. Alors, il faut en faire un usage judicieux.
Il faut aussi que l'école dépasse, et ça se fait déjà bien sûr, le développement des compétences disciplinaires pour développer des compétences complémentaires, telles la communication, la coopération, l'entrepreneuriat. Parce que vous l'avez vu comme moi dans les journaux, on dit que les élèves du primaire d'aujourd'hui, 65 de ces élèves vont occuper un travail qui n'existe pas encore aujourd'hui. Donc, ça nous dit qu'on ne sait pas exactement vers quoi on s'en va et qu'il faut développer donc des compétences pour permettre aux élèves de demain de pouvoir s'y adapter. Et il faut conscientiser aussi aux besoins et aux réalités de l'environnement, tant local qu'international. Et quand je dis local, on peut penser local, c'est la commission scolaire, mais local, c'est aussi le quartier. Ça peut être à différents niveaux du micro, si on peut penser ainsi. En conclusion, la collaboration école-famille-communauté favorise également la coéducation, parce que la coéducation, ça veut dire qu'on a tous un rôle dans l'éducation d'enfants. Nous sommes des coéducateurs. Bon, j'hésitais à écrire ce proverbe-là africain que tout le monde rappelle régulièrement. Il faut tout un village pour éduquer un enfant, mais en même temps, c'est tellement vrai que je me suis dit ça vaut la peine de le rappeler pour la coéducation et pour la collaboration. C'est important pour arriver à développer de tels objectifs d'avoir des leaders. Des leaders, ça veut dire que c'est des personnes qui sont significatives pour les jeunes, pour les familles, pour la communauté, pour l'école. Donc, parfois, c'est rattaché à un certain statut, mais à d'autres moments, ce n'est pas nécessairement le statut, c'est le rôle que la personne, la crédibilité que cette personne a dans le milieu, dans le contexte où on veut travailler et développer. On a besoin de modèles, donc de personnes qui vont nous aider à faire des choix, à réfléchir, à prendre du recul, à penser, mais en lien avec différentes perspectives. C'est la richesse de pouvoir avoir des conversations publiques avec un ensemble multiple d'intervenants qui ont, à leur façon, avec leur rôle et leurs responsabilités, un point de vue qui va être spécifique. Et c'est de mettre tout ça ensemble et de tenter d'en tirer parti, de prendre les meilleures décisions possibles, non pas seulement pour l'environnement, non pas seulement pour la brique, comme on a parlé tantôt, mais aussi pour l'élève. Comment conjuguer tout ça ensemble, c'est un réel défi. Alors, quelques idées forces à retenir pour y arriver, c'est de susciter la mobilisation des acteurs, le plus grand nombre d'acteurs concernés, donc politiciens, décideurs locaux, gestionnaires, etc. De penser en termes d'espace-temps. Alors, où et quand? Où on collabore et quand on collabore? Parce que, comme j'ai mentionné, le temps est un défi et l'espace également, parce que si les gens veulent s'impliquer, mais que le lieu où ça se passe ou le moment où ça se passe, on ne peut pas y aller, bien, il faut trouver donc des façons pour compenser ces aspects. Clarifier et partager le rôle et les responsabilités de chacun, c'est aussi important. J'ai été aussi enseignant et directeur d'école dans mon autre vie, comme on dit, et dans toutes les écoles dans lesquelles j'ai travaillé, j'ai à peu près jamais vu une liste des rôles et responsabilités très explicites des parents ou de la direction ou des enseignants. On est beaucoup dans l'implicite. On s'attend à ce que l'autre fasse ceci et on ne se trompe pas tellement. Mais parfois, il y a des incompréhensions parce que ce n'est pas suffisamment explicite. Donc, on gagnerait à expliquer davantage ou à en discuter au moins ensemble. Se décentrer, faire preuve d'écoute et d'ouverture, parce qu'évidemment, se décentrer, ça veut dire que c'est être à l'écoute de l'autre, d'être conscient de ses besoins, de ses réalités. D'adapter le niveau de collaboration à la situation. On n'a pas besoin que tout le monde s'implique ou collabore au même niveau, avec la même importance. Certains parents vont le faire à la maison et ça va répondre à des besoins, à des réalités, et c'est tout à fait acceptable. Alors que d'autres ont besoin de faire plus et peuvent faire plus. Alors, il faut donc donner la chance à tous de collaborer et de s'impliquer, mais aussi de respecter les différences, les réalités et les capacités. Il faut finalement inscrire le développement et la réussite scolaire, éducative ou sociale de l'enfant ou de l'élève, selon son rôle, et bien évidemment, au cœur des décisions, parce qu'en bout de ligne, c'est pour lui qu'on travaille, c'est pour lui qu'on est ici. Et si on le fait, bien, on peut penser qu'en bout de compte, il en sortira gagnant, et nous aussi.